Laurent Roland Tonniquez, bonjour. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Oumar Alianjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous. Ce matin, les journaux, vous les avez suivis pour les quotidiens qui ont été choisis. Vous avez donc retenu quelques informations. Il y en a qui ont été... presque tous les quotidiens ont parlé de cette victoire des écureuils du Bénin, oui, des guépards, oui. On va s'y habituer, oui. Des guépards du Bénin qui, quand même, ont réussi à décrocher cette victoire. Je ne sais pas si vous avez suivi ce match, Laurent Roland Tonniquez, 1-0 contre le Rwanda. Oui, enfin, une satisfaction morale pour les Béninois, notamment les supporters des guépards du Bénin, parce que depuis que l'entraîneur Gernot Rohr est là, on a cherché une victoire en vain. On a pu avoir une victoire sur tapis, vous l'avez rappelé dès l'entame de cette émission. C'est la seule victoire qu'on a pu avoir. Et on se contentait, comme à l'époque du SIE, des matchs nuls, parce qu'après, on se contente des matchs nuls et après on a calculatrice en main pour espérer une victoire et pour dire si l'autre battait, si l'autre faisait ce match nul et qu'on a les chances d'être qualifié. Donc c'est ce à quoi nous sommes habitués. Malheureusement, il va falloir, si c'est une malédiction, il va falloir travailler à conjurer ce mauvais sort qui traîne sur autrefois les écureuils, mais qui au même temps quand même devenu guépard, ça n'a pas changé pour autant. Est-ce que c'est parce que peut-être c'est un territoire étranger que nous avons joué et que finalement la chance nous a souri? Je ne sais pas trop. De toute façon, c'est que les supporters béninois étaient jusqu'à un moment donné, en tout cas, jusqu'à hier soir avant ce match, déçus, désespérés, et se posent la question de savoir si véritablement nous allons continuer à jouer au football. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut carrément travailler à comment vous appelez, à revoir l'équipe, le football béninois. Et nous voyons un peu la nouvelle, et j'ai toujours dit d'ailleurs, parce que l'équipe nationale, on ne va pas continuer à aligner des gens qui, pour nous, on les prend comme étant dans des clubs étrangers. Oui, c'est pas bien lu. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé justement. Donc, pourquoi est-ce qu'on va continuer à aligner des gens qui, malheureusement, sont dans des clubs à l'extérieur? Parfois, vous allez sur Google, vous tapez le nom du club, ça n'existe pas. Et encore que dans c'est vrai, ça arrive. Dans ce pays, on nous a dit qu'un joueur emblématique du Bénin a joué, comment vous appelez, a signé dans un club de Malte, je ne sais quoi, vous vous rappelez, parce qu'on voulait à tout prix le mettre dans l'équipe pour qu'il aille jouer. Et quand on a cherché à savoir, on a vu que aucune information sur le club. Non, il a mis pied là-bas, mais aucune information sur le club. Parfois, même, on a ces joueurs qui sont dans des clubs à l'extérieur, on dit, mais après, le club n'existe pas. Régulièrement, ça n'existe pas. Ou bien, ça existe, ou alors, ça existe des clubs qui ne sont pas pour autant connus. Et même dans ces clubs, ils sont au banc. C'est qu'ils ne sont pas titularisés. Donc, autant de choses. Alors que nous avons du potentiel dans nos écureuils et dans nos guépards ici. Quand vous regardez le championnat national, quoique on reproche à bien des égards des choses au championnat national, il y a bien des valeurs. Il y a des... Quand même, Gernot Rohr a commencé un travail, c'est ce que je veux dire, j'en viens. Qui a commencé par payer. Justement, j'en viens. Donc, il y a des individualités dans le championnat national, dans les clubs que nous voyons aujourd'hui. Il va falloir commencer par aligner ces jeunes-là pour que nous puissions avoir un football d'ensemble. Parce que, au fait, quand nous choisissons des gens dans le championnat national et qui sont des jeunes qui évoluent en même temps, ils se connaissent, ils jouent ensemble et puis après ils développent un jeu d'ensemble. Quand vous regardez l'équipe du Sénégal, c'est des jeunes qui se sont connus dans des clubs au Sénégal et qui ont évolué ensemble. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous allez au Cameroun, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après, ils vont en Europe pour jouer. Mais la base, c'est qu'ils se sont connus déjà ici. Et quand ils se retrouvent, ils connaissent le fond du jeu et ils travaillent ensemble. Mais ici, vous avez 2-3 jeunes du championnat national. Vous voyez des gens même qui sont dans des clubs qui ne sont pas titularisés, qui viennent aujourd'hui, qui sont peut-être non plus rien pratiquement dans les jambes. Et finalement, le jeu n'est pas un jeu construit. Ce n'est pas un jeu d'ensemble. Donc, il va falloir revoir tout ça. Donc, on voit un peu, vous me le rappelez, oui, Dodo Doku qui a sauvé le Bénin. Et c'est vrai qu'il faut rappeler, quand même si on a des choses à reprocher à Jodel Dessous,
c'est grâce à lui que le but a été marqué. Hein. Oui. Donc, oui, son centre, même si TGV hier n'est plus TGV aujourd'hui, il est totalement affaibli, mais bon, il a quand même réussi à jouer ce corner hier et pour que Dodo Doku puisse marquer ce but. Espérons que lundi, nous puissions gagner le Nigeria. Je le dis parce que les gens vont dire encore une fois non, que le Nigeria est trop fort pour nous, il faut penser à un match nul. Parce que nous sommes habitués au match nul. Je pense que c'est jouable. C'est jouable, encore que nous jouons tous en territoire étranger. Donc, je crois fondamentalement qu'il y a nécessité à revoir l'équipe, le fond de l'équipe. Et même si nous jouons aujourd'hui avec les jeunes, et c'est pour perdre, acceptons de perdre maintenant pour gagner plus tard. Alors, Oumar, ce match, c'est pas sûr que vous l'avez suivi, mais quand même, vous avez suivi l'évolution peut-être de loin des choses avec l'arrivée de Gernot Rohr, qui aujourd'hui est en train de faire un travail de fourmi, si je peux le dire, quand même, qui a une équipe qui n'a plus peur des adversaires, qui joue et qui montre qu'ils sont capables de quelque chose. On a critiqué l'équipe, on a reproché des choses à l'équipe. Et pour le moment, on ne va pas trop se réjouir. Nous allons attendre le match contre le Nigeria pour être sûr que oui, les automatismes sont en train de prendre dans les compartiments de jeu. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Bon, en matière de football, je ne suis pas le meilleur analyste, mais je vais me permettre quand même cette petite analyse. Enfin, pas d'analyse en tant que telle, mais une victoire est toujours bonne à prendre, c'est bon pour le moral, c'est une très très bonne chose. Maintenant, si nous voulons un fond de jeu qui soit vraiment très bien, qui reflète le fait que le football béninois évolue comme on veut, moi je pense qu'il faut permettre aux jeunes de commencer à jouer très jeunes, très tôt également, dans nos quartiers, dans nos départements, dans nos communes, dans nos villages. Il y a des jeunes qui sont très bien, il faut vraiment faire de la, comment on appelle, de la formation. Il faut vraiment faire de la formation. Et je crois que depuis quelques années, il y a quand même quelque chose qui est en train d'être mis en place. On a désormais un championnat qui peut-être n'est pas le meilleur en Afrique, mais un championnat donc qui est désormais régulier. Et les gens jouent. Il faudrait prendre en compte également tous ces jeunes-là qui sont sur le plan local, qui jouent, qui se donnent à fond pour que donc leurs clubs respectifs déjà au niveau comment on appelle, du Bénin puissent donc être dans de bonnes conditions dans le championnat. Il faudrait les mettre également dans l'équipe nationale. Et comme dans tous les pays qui, sur le plan sportif, sont des, comment on appelle, des phares, on va dire, il faut que le Bénin également forme. Il n'y a que le travail qui paie. Si Gernot Rohr arrive aujourd'hui à, comment on appelle, à engranger des victoires, alors que de par le passé, avec peut-être son prédécesseur, on n'arrivait pas à avoir beaucoup de victoires, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et pour que les automatismes, comme vous l'avez dit... Le Bénin l'a compris, hein, avec les classes sportives qui déroulent sur les académies. Voilà, puis, ainsi de suite. Donc, il faut continuer donc, ce travail-là. Et Dieu soit loué, les autorités commencent véritablement à investir aussi dans tout ce qui est sportif, notamment dans les stades, parce que quand vous voulez jouer bien au ballon, il faut bien au ballon, il faut des infrastructures, il faut un terrain de bonne qualité. Et je pense que ce travail-là également est en train d'être fait. Bon, écoutez, bonne chance au Bénin face au Nigeria, mais le Nigeria, on sait ce que c'est aussi, c'est un grand du football africain. Ah oui. Et si nous voulons faire face au grand, il va falloir travailler. Il va falloir travailler. C'est le finaliste de la Coupe d'Afrique. Seul le travail paye. Il va falloir travailler et appliquer les consignes des dirigeants, du manager, comme cela se doit, sur le terrain, et donner, vraiment mouiller le maillot, comme on dit. Rester concentré. Voilà, il ne faut pas être frileux, c'est pas parce que c'est le Nigeria qu'on va y aller et la queue entre les jambes. Non, il faut vraiment aller au combat, aller au charbon. Il faut se nourrir des batailles sur le terrain et donner le meilleur de soi-même. Et je pense que les Béninois peuvent y arriver. Le Nigeria, ce n'est pas non plus le mont Everest. Hein. On peut. C'est une grande nation de football, mais on peut. On a déjà fait des matchs nuls par le passé. Si vous vous souvenez, la Coupe d'Afrique, je crois, en Guinée équatoriale. On a fait on a aussi fait des échecs honorables. Voilà, des échecs honorables. Dieu merci, ces expressions. Dieu merci, on est en train d'abandonner ces expressions. Voilà, donc face au Maroc, je me souviens de ce match légendaire qui est resté dans ma tête. Ces jeunes gens-là ont été des exemples pour les générations qui les ont suivis et pour les générations qui viennent. Ils doivent rester donc des exemples. C'est des gens qui ont mouillé le maillot ce jour-là face au Maroc dans cette Coupe d'Afrique-là. Donc, il faudra pouvoir donc
communiquer cet état d'esprit-là à tous ces jeunes-là. Et je pense que ça passe par le travail des dirigeants, donner les moyens aux jeunes pour bien travailler, donner les moyens non seulement, mais à temps, et leur donner des infrastructures qui vont leur permettre donc de travailler dans des conditions optimales. Laurent Roland-Henriquez, Joseph Diogoueno accuse les coqs. C'est Matin Libre qui en parle ce matin. Je ne sais pas si vous avez un peu lu ses propos ou si vous avez un peu écouté son audio sur les réseaux sociaux. Le journal écrit Joseph Diogoueno. Joseph Diogoueno accuse les coqs. Non, j'ai suivi la vidéo. J'ai même la vidéo sur mon portable que j'ai suivi encore ce matin en souriant. Le problème, c'est que, bon, à première vue, si on doit mener une réflexion... Mais Bénin Intelligent lui donne raison. Hein. Oui, si on doit mener une réflexion à la limite objective, c'est qu'il n'a pas totalement tort. Parce qu'il a développé, hein, il a dit en réalité, parce que le gouvernement a décidé qu'à partir de d'avril 2025, normalement, on ne peut plus importer les poulets. Et donc, il faut faire l'élevage local et permettre à ce que les poulets consommés au Bénin soient produits, en tout cas élevés au Bénin. Et donc, par conséquent, il y a que, quand les gens ont des poulaillers, pour nourrir les poulets, il faut du maïs, il faut du soja. Et je crois que même le journal a rappelé que ça fait 75% de la ration. Moi, j'élève des poulets chez moi et je sais combien ça coûte. Quand vous prenez, par exemple, du maïs. Non, pas du maïs, de la provende. Il y a une quantité de provende que vous pouvez acheter. Parfois, vous devez acheter 3 kilos de maïs et mélanger. Quand vous prenez 1 ou 2 kilos de cette provende de la dame qui me vend ça, vous devez acheter 3 kilos de maïs et mélanger. Donc, à première vue, il n'a pas totalement tort. Parce que oui, il faut nourrir les poulets. Maintenant, je veux savoir combien de poulaillers nous avons au Bénin pour qu'on dise que c'est une raison. Ils ont fait le recensement. J'ai vu des gens passer, faire le recensement. Justement. Mais il y a beaucoup quand même de personnes qui élèvent à la maison. Localement ou à la maison. Voilà. On ne s'en rend pas compte. Seulement que pour le commun, quand on utilise cet argument, alors qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a évoqué la question du maïs. On a tous dit que c'est parce que le maïs allait en grande quantité au Niger et qu'aujourd'hui il vient dire ça. C'est dit que on avait oublié les coqs. Donc non, pour vous dire que fondamentalement il y a un problème. Il y a un problème d'éléments de langage au cours de cette tournée. Parce que ce n'est pas la dernière boutade, ce n'est pas la première non plus, parce qu'on a vu... Vous pensez que c'est une boutade? Oui, mais non, c'est d'accuser les coqs? Non, oui, c'est le fait d'accuser les coqs comme ça pour dire que c'est à cause des coqs, en réalité, il y a d'autres causes fondamentalement, et tout le monde sait. Donc, je pense qu'il y a une question un problème d'harmonisation des éléments de langage au cours de cette tournée. C'est tout le problème qu'ils ont eu. C'est-à-dire quand vous suivez les prises de position, ce que Talata a dit à l'ADA, ce que le ministre de la Santé allait dire à l'ADA, ce que tel on dit, quand on met tout dans la balance, il y a un problème d'harmonisation d'éléments de langage. Et je crois qu'à un moment donné, pour les prochaines tournées, je vais prier le chef de l'État de demander à son porte-parole du gouvernement, qui sait très bien parler français, de faire asseoir les acteurs politiques comme ils ont fait par le passé, il y a quelques semaines, par les concrets, de le faire asseoir et de leur donner des éléments de langage. Parce qu'à fait, ça va dans tous les sens. L'autre dit des choses comme ça, et puis après, l'autre sort. En réalité, en soi, j'ai toujours dit que la réduction de compte n'est pas une mauvaise chose. Mais la manière dont ça se déroule et les éléments de langage, parfois, les propos utilisés, parfois, viennent porter un coup à leur volonté de bien faire les choses. Et c'est tout mon problème. Sinon que, oui, comme je l'ai dit, si on doit avoir une réflexion objective, oui, on donne du maïs au coq, au poulet. Et s'il y a beaucoup de poulaillers, s'il y a beaucoup de poulaillers... Il y en a quand même. Il y en a. Oui, il y a des gens qui ont fait le problème, c'est que, bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Toujours est-il que... La preuve, c'est grâce à ça que les gens alimentent les adogbés. Est-ce adogbé? C'est avec ça que... Ça n'existe plus. Les adogbés ça existe en cachette. Ça existe en cachette. Ça n'existe plus. L'État interdit ça. Non, la plus grande partie ils ont abandonné. Parce qu'ils ont commencé à arrêter les gens. C'est seulement la Poste qui fait du adogbé aujourd'hui en grande quantité, en grand nombre. Pardon. Donc, moi, j'estime que leur problème à ce niveau, c'est peut-être les éléments de langage. Il leur a manqué ça. Parce que s'il y avait une harmonisation au niveau des éléments de langage sur le terrain, ça n'allait pas aller dans tous les sens. Les gens n'allaient pas parler pour qu'après d'autres tours des choses à redire. Mais on ne peut pas totalement dire qu'il a tort. Oui, si poulailler nombreux il y en a au Bénin, c'est que c'est normal que les gens, j'ai démontré que vous prenez 2 kilos de provende, vous devez ajouter 3 kilos de maïs et mélanger pour donner au poulet. Parfois, oui, pour ça peut faire que... Mais est-ce que c'est ça qui fait que le maïs coûte cher?
point d'interrogation. Une interrogation. Aujourd'hui, le maïs a baissé quelque peu de prix. Voilà, la population s'enregistre. Il dit que c'est à cause des poulets, d'accord, que le maïs coûtait cher, il n'y en avait pas. C'est l'argument utilisé. Mais aujourd'hui, le prix a baissé. Est-ce qu'un temps, les poulaillers ont fermé? Non. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas attribuer ça au poulailler. Seulement au coq. Au coq. Parce que si entre-temps, c'est les poulaillers, ça veut dire que le prix ne peut pas baisser. Ok. Parce que les poulaillers n'ont pas fermé. Ça existe, ça toujours. Donc ça veut dire que ce n'est pas une raison. On revient un peu sur les méthodes utilisées comme la fermeture des frontières par le fleuve, tout ça, et qui ont quand même bloqué la sortie du maïs, qui a contribué un peu à la baisse du prix. Oumar, je me tourne vers vous. Maître Joseph Diogono accuse les coqs. Écrit matin et ce matin. C'est vrai que ça peut faire sourire quand on apprend bon, comme ça. Vous savez, non, on n'en a pas parlé, mais les quotidiens, ils ont cette manière de faire des titres sensationnels, voilà, je vais dire. Des titres tels que vous entendez, accuse les coqs. Voilà, il accuse les coqs. Qui concerne le maïs. Oui, mais c'est vrai, l'argument par rapport aux volailles qui consomment beaucoup de maïs, c'est vrai, ça peut paraître un peu simple, parce que en tout cas, moi, je n'avais pas eu idée de ce que... En fait, je sais que c'est une réalité, mais je n'ai pas eu mon idée là-bas quand on parlait de la cherté du maïs, de la consommation du maïs. Il est très compliqué d'avoir son idée. Mais je connais j'ai un parent qui élève les poulets, les coqs et tout ça. Et je vois par semaine le nombre de sacs de maïs qui sont achetés. Au moins 3 sacs de maïs sont consommés par semaine. Je vais vous poser une question. Est-ce que les Béninois ont toujours élevé des poulets depuis que le Bénin est Bénin? Peut-être même qu'aujourd'hui, où on s'urbanise de plus en plus, on fait même moins l'élevage de ces volailles-là qu'avant. Avant même que le Bénin n'existe, les gens ont toujours donc élevé des poulets. Et donc, le maïs a toujours fait partie de l'alimentation des poulets au Bénin. Donc, que ça agisse maintenant sur le prix du maïs, on peut peut-être comprendre si on avait, commencé à faire de l'élevage massif. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il y a des fermes qui ont commencé à faire de l'élevage massif aujourd'hui au point où on peut dire, ah, attention, on ne veut plus, on n'importe plus vraiment des poulets congelés. Ce que moi-même je souhaite d'ailleurs, on n'importe plus des poulets congelés. Et donc, le fait que ces structures-là, désormais, qui font de l'agroalimentaire, qui élèvent, à grande échelle, qui élèvent donc ces volailles de manière massive, peut-être qu'on aurait dit, ah ok, le ministre n'a pas tort, ces structures-là qui viennent d'être ouvertes ont contribué donc au fait que le prix de maïs est peu augmenté. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas encore, voilà. Donc, mais... C'est vrai que la poulet consomme du maïs, mais est-ce que c'est le seul élément qui va permettre de dire ça? C'est là où je dis, faisons attention toujours, comme l'a dit Roland, aux éléments de langage que nous utilisons. Faisons attention. C'est vrai que tout ceci, quelquefois, ils le disent aussi avec beaucoup d'humour. Mais vous savez, quand on est sur le terrain politique, même l'humour, il faut faire très attention. Voyez-vous un peu. Donc, les propos qui peuvent prêter comme ça à confusion, des propos qui peuvent être facilement tournés en ridicule, comme le fait le journal, accuse les coqs. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces gens de propos-là pour ne pas perdre notre sérieux. Parce que le Bénin, c'est un État sérieux. Et quand des autorités d'un certain rang prennent la parole, il faut qu'on sente également le sérieux dans leurs propos. Très bien. Alors, Laurent Roland-Tony, j'ai laissé... la partie qui intéresse ceux qui suivent les analyses pour la dernière partie. C'est cette partie qui concerne cette situation, ce rebondissement, je vais dire, entre le Bénin et le Niger. Je vais demander qu'on analyse la situation avec beaucoup de recul, beaucoup de prise de hauteur. Et voilà, hier... subitement, on découvre une sortie. Permettez que je vous pose une question. Oui. Quelqu'un vous déclare tout de suite, écoutez, toi tu n'es plus le bienvenu chez moi, je ne te veux plus chez moi. Tu n'es plus un bon ami. OK? Et le lendemain, ce monsieur qui vous dit ça, vous le voyez dans votre propre salon, en train de déambuler, en train de faire ce qu'il veut dans votre salon. Comment est-ce que vous réagissez?
Est-ce que c'est comme ça que vous appréhendez la Voilà, situation? c'est pas, enfin, ça peut paraître très simple, mais imagé, on est un peu dans cette condition-là. Ok, nous allons partir, puissent sur comprendre. les faits, d'accord? Je dis les faits relatés par le procureur spécial de la Criette, Laurent Roland Tonikes, Oumar Adonandiou. Des gens, on se base sur les propos du procureur, des gens qui s'introduisent sur le site, Oui. d'accord? De manière illégale, sans être contrôlés, sans sans qu'on ne vérifie passer leur par identité. l'entrée où ils doivent s'annoncer. Oui. Et puis, voilà, ils avaient des badges et tout. On nous informe que parmi eux, il y a des gens qui n'appartiennent pas véritablement, qui appartiennent à d'autres À la structures. compagnie, c'est des gens qui sont proches plutôt du CNSP. Et tout, d'accord? Voilà. Et le Niger qui dit, ben, écoutez, si vous ne libérez pas ces personnes, on va fermer notre pipeline. Comment Pour moi, c'est de la quel regard provocation. vous portez sur cette situation? C'est de la provocation. C'est un manque de hauteur. En fait, ce que moi je comprends de ce régime nigérien, c'est que les gens ont tendance... Vous accusez tout de suite le régime nigérien. Là, sur ce point-là, moi je pense qu'il faut les accuser. Mais vous dites que vous fermez votre frontière. Quelle personne proche du régime béninois peut entrer aujourd'hui au Niger sans se faire contrôler, sans dire voilà, sans montrer patte blanche pour dire voilà, je viens dans tel cadre, je viens dans telle chose, et on va le laisser circuler comme ça au Niger aujourd'hui. Mais chez nous, ça doit être la même chose. Il faut de la réciprocité dans les relations. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce que vous voulez qu'on analyse un tel fait? Il y a un problème. Le régime du Niger a besoin de reconnaissance. Ils sont arrivés par une voie que... peut-être qu'il y avait une situation qui permet aujourd'hui aux populations de dire « Ok, tels qu'ils sont arrivés, nous on veut quand même. » Parce qu'il y avait une mauvaise gestion, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Mais ils ont besoin de reconnaissance. Parce qu'ils ne sont pas venus par la voie légale au pouvoir. Donc, ils ont besoin de reconnaissance. Donc, ils sont prêts à tenir tête à n'importe qui, pour montrer que, voilà, nous, on est là, c'est pour faire ci. Donc, il faut faire très attention avec ce que nous disons, en fait. Ce que nous prenons comme mesure également. Vous avez décidé que vous n'ouvrez pas les frontières, mais il faut vous l'appliquer à vous-même. Vous n'entrez pas au Bénin comme vous voulez. Ils sont passés par où pour venir au Bénin? Et moi... Ils sont allés sur le site de c'est le site de Sémécraqué. Ce n'est pas sur le site de quelque part à Niamey, je ne sais pas moi, dans une ville du Niger. Nous sommes au Bénin, c'est le territoire béninois. C'est les experts contrôleurs. Experts contrôleurs de quoi? De quoi quand vous fermez la frontière? Il n'y a pas de... Vous avez dit clairement, on ne veut plus que des gens passent de part et d'autre de nos frontières. Oui, c'est ce que ça veut dire quand on ferme une frontière. Mais le Bénin a accepté que le pétrole arrive. D'ailleurs, quelques heures avant... le Bénin n'a pas accepté que n'importe qui rentre sur le site comme ça. Donc c'est aux Chinois également de prendre les choses en main, moi je pense. Parce que ces personnes-là sont passées aussi par des Chinois pour être là. D'après ce qu'on comprend, il y avait des Chinois parmi eux. Donc, il faut pouvoir, comme on appelle, il va falloir que donc, les Chinois sachent que la situation entre le Bénin et le Niger est assez délicate et savoir comment faire lorsqu'ils vont de part et d'autre des deux frontières. C'est très important que des personnes très proches du CNSP, de la junte militaire au Niger, rentrent partout au Bénin n'importe comment, mais il y a de quoi être inquiet. Des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas de dialogue avec nous, des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas ouvrir la frontière, des personnes à qui on a monté... Enfin, le président Talon, il allait, mais je l'ai méconnu à certains moments. Il a dit des choses, il s'est contredit, ok, laissez le pétrole passer, on l'a complètement méconnu. C'est une preuve de bonne foi, selon moi. Donc il faudrait que, de l'autre côté aussi, ils mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils comprennent que, voilà, on a besoin de cette relation-là. Maintenant, ils demandent qu'on libère les gens. Comment est-ce qu'on va les libérer? Ils étaient là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur le territoire béninois? Il faudrait qu'on le sache. C'est normal qu'on ouvre une enquête. C'est tout à fait normal. Pour que comment on appelle, le ministre nigérien, le ministre béninois, pardon, et sa délégation aillent au Niger pour aller discuter justement de choses liées toujours à ce pipeline-là. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des précautions, il y a des choses qui ont été faites. On est d'accord? Mais pourquoi on ne prend pas les mêmes dispositions pour que ces personnes-là qui veulent venir donc contrôler, je ne sais pas quoi, sur le pipeline côté Bénin, il faut prendre les dispositions également pour que nos autorités soient informées que, voilà, voilà, c'est ça. C'est le minimum. Donc, si ce minimum-là n'est pas fait, c'est tout à fait normal que le Bénin réagisse. Nous sommes un État souverain.
Et sur ce plan-là, il faut le rester. Il faut être patriote jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est moi mon avis. Très bien. Laurent Roland Tonnikès, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter quand on apprend que des personnes se sont introduites sur le site de Pipeline à Cotonou, mais on apprend que parmi ces personnes, il y avait le directeur général adjoint de WAPCO. Les journaux nous informent que c'est une complicité de l'administrateur général. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter sur la situation? Je suis heureux que vous ayez précisé complicité de l'administration générale. Ça veut dire que quoi? S'il y a une complicité pour leur faciliter l'accès au site, ça veut dire que ce n'est pas de la fraude, en tout cas à mon avis. Parce que si l'administrateur général leur a permis d'aller, commençons par là. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que moi, j'estime fondamentalement que pour analyser le fait, il faut aller prendre en compte ce que les autorités nigériennes aussi ont dit hier. Ils ont fait une sortie hier. Ils ont donné leur version. Donc, on ne peut pas analyser cette situation en se basant uniquement sur ce qu'a dit le procureur ici. Avez-vous suivi la version? J'ai suivi la version. Qu'est-ce qu'on peut retenir Je ne vais pas relater les faits. Moi, je pense une chose qu'aujourd'hui, parce qu'il faut que nous prenions, vous avez dit de prendre du recul. Et j'insiste sur le fait qu'il faut prendre du recul. Parce que cette affaire, telle que ça a commencé, nul ne sait comment ça va finir. Et ça peut finir mal. Et nous ne souhaitons pas que ça finisse mal. Le fait de tirer le drap du côté du Niger ou de tirer le drap du côté du Bénin pour dire Tiani a raison, par exemple les Nigériens disent Tiani a raison, ou bien de dire au Bénin, le Bénin est un État souverain, Patrice Talon a raison, ce n'est pas ça qui va arranger la situation. Et qu'est-ce qui va arranger? Ce qui va arranger la situation, c'est que nous appelions tous, à tous les niveaux, au calme. Pourquoi? Parce que quand on arrête les citoyens d'un pays sur un site, quoique, sachant très bien, je suis d'accord que Oumar rappelle que c'est des gens qui sont venus au pouvoir par exemple parce que c'est un coup d'État et qui sont restés fermés à toute négociation, à toute médiation pratiquement. Ils sont méfiants. Est-ce que c'est de la méfiance? Je ne sais pas, c'est à eux de dire ce qui se passe réellement. Mais il y a un risque d'escalade. Il y a un risque d'escalade entre les deux pays. Nous avons des compatriotes au Niger et les Nigériens ont des compatriotes au Bénin. Et à l'allure où vont les choses, ça peut prendre une tournure. N'allons pas à cet extrême-là. Souhaitons que très vite, nous puissions trouver des situations d'accalmie. Aujourd'hui, ce n'est pas qui a raison qui m'intéresse. Oui, mais chaque fois, on parle de situations d'accalmie, mais on remarque que quelques jours après, il y a des rebondissements. Il y a des rebondissements. Est-ce que les autorités politiques ne nous écoutent pas? J'ai dit, ce n'est pas que je soutiens les Nigériens, mais je dis, est-ce que de part et d'autre, les Nigériens suivent ce que nous faisons ici? La preuve, vous voyez les commentaires sur les différentes plateformes. Est-ce que les autorités politiques du côté du Niger, du Bénin, ne nous écoutent pas? Non, mais ce que je vous dis, c'est très simple, Mouriagua. Vous savez, nous sommes dans une situation où Patrice Talon est au pouvoir, au Bénin. Et donc, il va se dire, après tout, c'est moi le chef. Et je dois leur montrer que je suis le chef. De l'autre côté, Tiani dit la même chose. Mais après, quand ça commence à prendre des tournures qu'on ne souhaite pas, ce n'est pas eux qui souffrent. C'est les populations qui souffrent. Donc, aujourd'hui, quand on arrête les Béninois d'ailleurs, parce que quand vous suivez dans la déclaration des autorités nigériennes, ils ont dit qu'ils ont réussi à rentrer en contact avec les leurs, qui ont dit qu'ils ont été juste interpellés et qu'après ils attendent. Mais quand ça commence par des menaces, ce n'est pas bon. Quand ça va vers des menaces, ce n'est pas bon. Il faut nécessairement... Est-ce que ce n'est pas des intimidations que de dire que si on ne libère pas les gens, on va fermer le pipeline et qu'on aura affaire aux Chinois. Depuis lors, on a affaire aux Chinois. Oui, je l'ai rappelé tout le temps pour dire que tel que ça se passe là, c'est qu'à un moment donné, on ne sera plus face au Niger seul, on sera face aux intérêts de la Chine. Et les Nigériens jouent sur ça, justement. C'est pour ça que je dis... Et on aura affaire aussi ils vont saisir les instances judiciaires au plan international. Oui, vous savez, dans l'accord bilatéral, il y a des articles. En fait, c'est ça le drame dans tout ça. Et que dans l'accord bilatéral, il y a des articles. Et au cours de leur sortie, ils ont rappelé les dispositions de l'accord bilatéral qui dit que le Bénin, en tout cas, en aucun cas, quelle qu'en soit la situation, ne devait pas empêcher une certaine chose. Donc, dans les accords bilatéraux au plan international, il se peut qu'ils aient raison comme ils aient tort. Mais les instances internationales saisies, en son temps, diront le droit. Mais est-ce que c'est au nom de ces articles que des Nigériens vont s'introduire sur le site sans
sans vraiment respecter les procédures qu'il faut pour aller sur le site. C'est justement pour ça que je disais que je ne vais pas rappeler ici ce que les autorités nigériennes, parce que la vidéo a circulé depuis hier. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que les gens, il ne faut pas que les gens disent que je viens faire l'avocat du Niger. Parce que tout le temps, vous rappeler des faits ne veut pas dire qu'on est des avocats. Chaque fois que j'en parle et que je donne mon avis sur la question, on pense que je suis... Est-ce que rappeler des faits? Moi, j'ai rappelé les faits du procureur. Moi, si vous me donnez la parole, je vous dirais tout simplement que, quel que soit l'accord international qui existe concernant le pipeline Bénin-Niger, la souveraineté du Bénin prime sur ça. La sécurité du Bénin prime sur ça. Quelqu'un avec qui on n'est plus vraiment en odeur de sainteté, et vous dites qu'on le laisse rentrer chez nous comme il veut. Moi mon inquiétude est que les gens s'introduisent sur le site et peut-être sabotent les installations. Qui on va accuser? C'est nous, non? C'est le Bénin. Il y a tous les risques. Et le Niger aura tous les droits de nous accuser si des individus vont sur le site. C'est du côté du Niger qui c'est du côté du Bénin qui a un problème. Nous, ça ne nous regarde pas. Alors que peut-être ces personnes... Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est le cas. On ne dit pas que c'est le cas. Mais à chacun maintenant de prendre des mesures pour sécuriser cette plateforme-là ou bien, si vous voulez, cette infrastructure-là. C'est important de la sécuriser. Maintenant, nous ne disons pas que tel a raison ou tel n'a pas raison. Nous disons tout simplement que tout le monde doit pouvoir savoir raison garder. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent qui appelle à l'apaisement? Oui, mais on appelle tous à l'apaisement. Mais lorsqu'il y a des rebondissements de ce genre-là... souveraineté, ça veut dire que vous tirez le drap du côté du Bénin. Écoutez, mais est-ce que... Parce que attendez, au Niger, oui, mais je suis complètement d'accord. Même moi qui suis là, moi j'ai des oncles qu'on appelle le papa Maradi chez moi, qui a fait toute sa vie à Maradi, qui vit là comme ça. Voilà, il a fait tous ses enfants là-bas. Voilà. Maradi, c'est une ville du Niger, moi je suis béninois. Donc j'ai des cousins directs qui sont, comment on appelle, bénino-nigériens. Pas que vous. Voilà, donc, et nous sommes tous dans cette situation-là. Donc, par rapport au fait que nous devons ramener la balle à terre et penser au peuple, penser à l'intérêt général, ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand il y a des agissements qui ne prêtent pas à, comment on appelle, au calme, à la tranquillité, qui ne permettent pas d'aboutir à un consensus, mais il faut pouvoir les critiquer également. Critiquer ces choses-là, en parler, dire tout le mal que ça peut causer, mais cela ne veut pas dire qu'on est de tel ou tel côté. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis tout simplement, et je le dis depuis le départ, c'est vrai qu'au départ, les déclarations de nos autorités, suite à la sortie de la CEDEAO, suite aux sanctions de la CEDEAO, ont été très, très sévères à l'encontre de la junte militaire parce qu'ils sont venus de la mauvaise manière au pouvoir, on est d'accord. C'est vrai, peut-être qu'il y avait des situations qui les exaspéraient et que le peuple en avait ras-le-bol et qu'eux, ils ont donc exprimé ce que le peuple pensait. Ok, d'accord, mais venir avec les armes au pouvoir, c'est de la mauvaise manière. Et si on est incapable de le dire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est que nous sommes en train de régresser. Les autorités l'ont dit, les autres l'ont dit, ils l'ont critiqué sévèrement et ils ont montré leur désaccord par rapport à leur venue au pouvoir. Ok, ça c'est fait, c'est dit. Mais après ça, le président Talon a montré des gages comment on appelle, d'apaisement. Il a tout dit, il s'est rabaissé complètement. Pour que les autorités nigériennes maintenant viennent à la table de négociation. Mais pourquoi est-ce qu'ils refusent? Il y a quoi comme intérêt derrière? Voilà, c'est ça le problème. Il faut penser au peuple. Il faut penser aux populations de part et d'autre de la frontière. C'est ce que nous disons. Laurent, au nom de l'apaisement, est-ce qu'on peut donc laisser qui veut venir sur le site du pipeline, à ses mains craquées, sans que la justice ne se saisisse? Je n'ai jamais dit ça. Oui, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. C'est une question, que je vous pose. Est-ce qu'au nom de l'apaisement, on peut dire qu'on les s'interpelle, d'accord? On peut dire qu'on les interpelle, on leur demande des comptes. Mais tel qu'on dit, la criette les prend et puis on les saisit. Est-ce qu'on va les amener en prison ou pas? La criette a tenté de mener des enquêtes. C'est pour vous dire quoi? Il faut qu'on sache comment gérer. C'est vrai, on va les interpeller pour dire pourquoi vous êtes introduits sur le site, d'accord, leur demander des comptes. Mais heureusement que, en fait, quand ils ont été joints par les autorités nigériennes, ils ont dit qu'ils n'ont pas subi de torture.
ils l'ont dit. Donc, il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on n'aille pas à l'extrême où on dit c'est des gens qu'on a arrêtés sur un site, il faut les mettre en prison, tout ça. Ça va encore entraîner d'autres choses. On va aussi inviter nos autorités à sécuriter davantage le site. Oui, il faut c'est pas normal qu'il y ait une entrée où des gens peuvent passer pour venir sur le site sans remplir les formalités. Je crois qu'à ce niveau, l'administrateur général qui a été complice dans cette affaire doit pouvoir s'expliquer. L'administrateur général, est-il béninois ou nigérien? Non, mais chinois. C'est chinois. Voilà, donc il faut l'interpeller. En réalité, si je viens ici à Sivra, Moriagua, et que vous ne me permettez pas, vous qui travaillez dans la maison... Et vous avez un badge de la maison. Est-ce que ça vous autorise à passer par l'entrée arrière sans vous annoncer si c'est vous qui m'avez introduit. Dans le cas d'espèce, on a dit que c'est l'administrateur qui les a facilité le truc, qui les a fait introduire, en tout cas. Dans quel contexte? Non, mais ça a été précisé. Et on a parlé de badges. Pour dire quoi? Oui. On suspecte qu'il y a 2 personnes qui avaient des badges qui ne devraient pas l'avoir. Qui établit les badges? Si l'administrateur a été complice les a fait introduire sur le site, ça veut dire qu'il faut que l'administrateur explique pourquoi il l'a fait. En réalité, ce dont on parle, c'est très du terre à terre. Oui, c'est-à-dire que je viens ici... Ceux qui nous suivent comprennent ce que vous dites, moi aussi je comprends. Je viens à Sievra aujourd'hui, et puis je passe par derrière Gescal du Mi pour rentrer, c'est autre chose. Mais attendez, je vais rentrer dans Sievra, je sais qu'il y a un autre portail derrière, et vous qui travaillez dans la maison, ou vous qui êtes directeur de la maison, vous m'aidez à rentrer dans la maison par derrière, par le portail du derrière. D'accord? Donc, quelque part, la responsabilité revient à celui qui les a aidés à s'introduire sur le site. Mais est-ce que dans ces conditions, l'État nigérien ne laisse pas la justice comprendre ce qui s'est passé que de menacer, de fermer le pipeline? Oui, c'est ce que je dis. Je continue de dire, une fois que les gens sont allés sur le site et qu'ils n'ont pas escaladé un mur, que c'est quelqu'un qui les a fait introduire sur le site, commençons pas à interpeller celui qui les a aidés à rentrer sur le site. Maintenant, cette manière de faire, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on fasse l'effort que ça n'aille pas au-delà de ce qu'on a fait les interpeller. Parce que si ça va au-delà de ça pour dire, ils sont introduits frauduleux sur le site, il faut les mettre en prison, ça va entraîner encore d'autres problèmes. Parce que ce que nous voulons, c'est la solution à cette crise. Mais aussi longtemps que nous allons chaque fois créer, en tout cas il y aura du rebondissement tel que vous le dites, c'est que ça va empirer, envenimer la situation et on ne sait pas quand ça va finir. Mais je vous dis, donc vous appelez à la compréhension. Oui, parce que tel que ça a commencé, souffrez qu'on dise clairement que attention, si on ne met pas du bémol et qu'on ne se ressaisit pas du côté nigérien, du côté béninois, c'est que ça peut entraîner d'autres choses. Vous savez, il y a des audios qui ont circulé le week-end écoulé. Oui. Des Béninois aujourd'hui, ils ne peuvent pas oser sortir les pièces d'identité dans certaines régions du Niger. Ce n'est pas possible pour eux. S'ils sortent leurs pièces d'identité et on voit que c'est les Béninois, les policiers leur font subir beaucoup de choses. Il y a des audios que moi j'ai reçus, pratiquement jusqu'à 10 audios, où les Béninois se plaignaient. Alors, est-ce que nous voulons aller à cet extrême-là? Pourquoi demain, peut-être, deux Béninois commencent à embêter aussi les Nigériens? Non, ne souhaitons pas ça. Faisons en sorte que, dans toute la situation, que ce ne soit pas des réponses du berger à la bergère. Parce que si on continue comme ça, ce n'est pas bon pour les deux peuples. Pour finir avec ce sujet, oui, je dis... Je sais que vous êtes également dans la logique de l'apaisement. Oui, dans la logique de l'apaisement, dans la logique de ce que les relations entre le Bénin et le Niger reviennent à la normale. Mais je dis le troisième... vous mettez un mais. Oui, c'est-à-dire les Chinois. Je veux parler en fait à la Chine, qui désormais est un pays qui connaît très bien les Africains également. Ils connaissent nos relations, ils savent comment est-ce que nous sommes liés les uns aux autres. Je pense qu'ils doivent également commencer à mieux, mieux entretenir, je veux dire, leurs relations entre nous. Si des Nigériens, parce qu'ils ont ils ont le soutien, ou bien je ne sais pas comment on va dire, ils ont l'aval d'un administrateur général qui est chinois et qui rentre dans le club. Moi, je pense qu'il faut faire très attention également. Il faudrait que la Chine puisse jouer un rôle qui va conduire, qui va concourir au fait qu'on veut le dégel de cette situation, au fait qu'on veut
que les frontières puissent être réouvertes, au fait qu'on veut que les populations de part et d'autre ne soient pas, comment on appelle, gênées parce que tout simplement, entre les autorités, le torchon brûle. Il faut faire très attention. Maintenant, au même moment, quand vous dites que, voilà, au Niger, les Béninois, ils subissent des tracasseries parce que tout simplement, les autorités ne sont plus en odeur de sainteté, voilà, c'est qu'il y a réellement problème. Il y a réellement problème. Voilà, au Niger, en tout cas, moi, je sais que jusqu'à ce que vous m'apportez la preuve du contraire, au Bénin, aucun Nigérien qui présente sa carte ne subit aucune tracasserie. Bien au contraire, nous sommes tous des frères. Les Nigériens font du commerce à longueur de journée au Bénin et moi je veux que cela persiste, je veux qu'on continue sur cette lancée, personne ne doit être perturbé. Mais ne serait-ce que quand il s'agit comment on appelle, de visites officielles, sur des sites sensibles, sur comment on appelle, des infrastructures, où on a besoin de sécurité, moi je pense qu'il faut respecter le minimum de règles. Passer par la guérite, qu'on vérifie. Ah monsieur, vous êtes le bienvenu au Bénin, mais vous n'êtes pas le bienvenu sur ce site. Ce site-là, voilà, ce site-là, c'est un site que nous sécurisons vraiment parce qu'il ne dépend pas seulement de nous, il dépend des Chinois, il dépend de nos amis du Niger. Donc vous allez rester dans la salle d'attente, attendez à côté pour qu'on puisse voilà, faire ce qu'il y a à faire et dès que c'est fini, vous allez pouvoir donc retrouver vos amis et aller où vous voulez aller. Au Bénin, les Nigériens sont libres de circuler, mais il faut également de la sécurité sur un certain nombre de sites et moi je pense que nos autorités font bien d'ouvrir cette enquête-là pour savoir de quoi cela retourne et donc continuer à maintenir la paix, la sérénité, la tranquillité dans notre pays également. En 2 minutes, Laurent Roland-Tonniquet, hommage aux soldats tués cette semaine du côté du parc de la Pandjari. J'ai été quand même touché par la présence d'un lieutenant parmi cet effectif de 7 soldats. Oui, je crois que je le rappelais, il y avait une symbiose entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso face aux velléités des terroristes. Malheureusement, la tension entre le Bénin et le Niger aujourd'hui ne contribue pas à un travail d'ensemble pour repousser les djihadistes. Et également du côté de la Pandjari, vous savez, le Burkina Faso, c'est vrai, continue de travailler avec le Bénin, mais faisant partie désormais de l'AES, et donc pas le même langage que le Niger et le Mali. Il faut retourner aux fondamentaux en ce qui concerne la sécurité entre les trois pays. Parce que quand les djihadistes sont repoussés du côté du Burkina Faso et du Niger, qu'il n'y a pas communication entre les États, c'est que les djihadistes peuvent venir s'installer facilement dans la partie septentrionale du Bénin et vont faire causer des dégâts. Et c'est ça qui est dommage pour notre pays. Et cela participe du fait que, oui, aujourd'hui, il faut travailler vraiment que la paix revienne entre le Bénin et le Niger et que ce travail en symbiose continue pour que nous puissions, un temps soit peu, maîtriser les djihadistes. Vous avez vu comment est-ce que les gens ont réussi à affaiblir, à neutraliser les djihadistes du côté du Niger, même si ça continue les actions, au moins ils ont réussi à neutraliser les djihadistes. Et c'est pareil au Burkina Faso, où des territoires qui hébergeaient ces djihadistes ont été visités par les FAMA, non pas FAMA, en tout cas les forces de sécurité et de défense du Burkina Faso, avec l'ingéniosité de Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, ça nous manque cette communication. Si le Burkina Faso, le Niger, le Bénin communiquent normalement bien, c'est que quand les djihadistes sont repoussés du Niger, le Bénin est informé pour dire ils sont en train de venir vers vous. Et donc du coup, le Bénin aussi prend des mesures pour les intercepter et les neutraliser. C'est pareil pour le Burkina Faso aussi. Je vous dirais, pour finir, paix à l'âme de ces soldats béninois morts au front. Ils sont allés défendre la patrie. Malheureusement, les âmes à la main perdent leur vie. C'est beaucoup de peine que vous en parlez parce que le plus souvent, les regardistes sont à Cotonou. Les soldats sont là-bas sur le terrain. Quand ils meurent parfois, c'est vrai qu'on a voté une loi pour dire que les familles seront prises en charge, mais est-ce que dans la pratique, ce qui est donné aux familles comme
permet d'inscrire les enfants dans de bonnes conditions, que les enfants y aillent à l'école comme si vraiment leur parent était en train de défendre la patrie. Parce que si je meurs au fond en défendant la patrie, c'est que l'État prend en charge tout ce que j'ai comme charge jusqu'au soir, en tout cas, jusqu'à un moment donné de la vie de mes enfants. Mais est-ce que dans les faits, c'est comme ça? Je voudrais que, si ce n'est pas comme ça, que les autorités se penchent encore sur cette loi. On a vu des lois quand ils sont retenues à l'Assemblée nationale pour retoucher et ajouter des choses. Je voudrais que si cette loi ne permet pas de prendre en charge les enfants qui, par exemple, un enfant qui a 5 ans, 2 ans, son père est décédé, il faut le prendre jusqu'à ce qu'il y ait au moins la licence ou bien le master avant que l'État ne le laisse. Et donc, il faut revoir ces trucs-là, parce que si tout le monde, tel qu'on lance les recrutements pour l'armée, si les jeunes refusent d'aller postuler, c'est que personne ne va servir la patrie. Donc si ces personnes acceptent de servir la patrie pour aller au fond, vous allez voir que parmi eux, c'est beaucoup de jeunes. Ce n'est pas de vieilles personnes, hein, quand même. Hein. Et il va falloir vraiment qu'on réfléchisse sur la question. La prise en charge, c'est ce qui me préoccupe, moi. Comment faire pour prendre en charge les veuves et les orphelins? Oumar, un mot sur le sujet afin qu'on clôture ce débat. Oui, je m'incline très respectueusement devant la dépouille donc, de ces patriotes qui sont tombés parce qu'ils ont choisi de donner leur poitrine pour nous protéger, nous. N'eût été, enfin, leur présence peut-être au nord depuis que ces incursions djihadistes ont commencé au Bénin. C'est sûr que les djihadistes seraient certainement à nos portes, à Cotonou, à Calavi, à Porte-Nouveau, un peu partout. Bravo donc à nos militaires pour le sacrifice. Et je pense que il faut les décorer. Je pense que les autorités les décorent. Et après les avoir décorés, comme l'a dit Roland, il faut penser donc aux familles. Il faut penser aux familles, aux enfants qui sont encore en bas âge, qui doivent étudier. Voilà. Dans tous les cas, quelle que soit la compensation que l'État béninois, avec ses maigres moyens, pourra faire, ça ne pourra pas compenser, permettez-moi la répétition, ça ne pourra jamais compenser la perte d'un père, l'absence d'un père. C'est très compliqué. Il y a tout l'aspect émotionnel, toutes ces choses-là qui vont avec. Donc, c'est assez compliqué. Mais je tiens quand même à saluer le travail de nos militaires depuis le début. Depuis le début, c'est des dizaines de djihadistes qui sont chaque fois neutralisés dans cette région-là de notre pays. Parce que les djihadistes étant aux abois dans les pays où ils étaient avant, ils ont tendance à vouloir venir vers le Bénin et le Togo. Et il y a un travail qui est en train d'être fait. Et même les autorités ne font pas que du militaire. Et c'est là où je salue aussi cette action-là. Il n'y a pas que du militaire dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de social également. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les communautés là-bas. Parce que ce sont ces conflits-là qui constituent le terreau fertile sur lequel le djihadisme prospère. Donc voilà, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait pour que les conflits soient moindres dans la région, afin que les djihadistes ne trouvent pas un terrain qui leur soit favorable, où ils vont pouvoir recruter nos jeunes qui certainement auront des frustrations parce qu'il y a telle communauté qui ne va pas... Voilà. Donc ce travail-là que font les autorités également est un travail vraiment salutaire. Et une fois encore, nos militaires, nos policiers, moi je pense que à tout moment, nous devons avoir une pensée pour ces personnes-là. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes encore en sécurité à Cotonou. Merci. Ils donnent de leur personne pour que nous soyons toujours donc dans la tranquillité, dans la quiétude dans les différentes contrées de notre pays. Moi, un jour, merci. Merci. Laurent Roland-Tanikès, merci. C'est moi.